travail, hein, de GMS commerce alimentaire, industrie agroalimentaire, restauration collective privée, restaurant. Voilà, donc on a 29 entreprises qui participent avec sur un an, hein, et donc avec un diagnostic initial qui a été réalisé dans les entreprises. Donc là, on est dans la partie animation collective, hein, comme je l'ai indiqué, donc avec des ateliers, des webinaires, dont celui d'aujourd'hui sur le don alimentaire, mais on vous représentera en fin de webinaire aussi le planning des ateliers à venir, et puis un suivi qui est fait par les conseillers CCI. Tu peux avancer, Cathy. Voilà, donc là, c'est simplement le rappel du planning général. Ça a démarré en octobre 2022. Donc là, on est dans la phase de mise en œuvre et d'accompagnement des entreprises et avec une arrivée prévue en novembre 2023 où on récompensera un lauréat par catégorie par rapport à ceux qui auront pu améliorer de manière la plus significative par rapport au sujet du gaspillage alimentaire. Voilà, donc on va laisser la place aux intervenantes. Et en premier à Madame Boivin de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Je pense, Cathy, que tu as le support, ou je ne sais pas comment on fonctionne avec Madame Boivin. Ouais, à moins que vous préfériez passer le partager directement depuis votre poste. Je vais essayer. D'accord. Je vais arrêter le partage de mon côté. Voilà, donc là, on a 2 interventions de 35 minutes environ. Voilà, donc merci aux intervenantes de respecter le timing. Et puis, donc, on aura une phase d'échange, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Merci. C'est bon, on voit votre support. Bon. Est-ce que vous voyez le support? Je ne sais pas s'il est très grand. Si vous avez peut-être la possibilité de le grossir un peu. Oups, désolé. Hein. Ouais, ah, voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, oh ben là, même là, ça dépasse le cadre. Là, voilà, c'est très bien. Okay. C'est très bien comme ça. Très bien, voilà. Écoutez, donc bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas... Ah, désolée, parce que comme je n'ai qu'un écran et non pas deux, voilà, je n'ai pas une vue sur tout, donc je vais faire là, un peu des allers-retours. Là, c'est bon, d'accord. Oui, oui. Très bien. Donc, écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre sollicitation pour une intervention, saluer bien sûr tous les participants et leur engagement, surtout autour de ce défi anti-gaspi. Hein. C'est particulièrement intéressant de voir cette dynamique. Donc, je suis Christelle Boivin, donc je travaille comme chef de pôle politique publique de l'alimentation au service régional de l'alimentation de la direction régionale de l'alimentation, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cette intervention, donc j'ai essayé d'intégrer différents types de questionnements qui m'avaient été remontés par Madame Cassalili, je commencerai par tout d'abord un premier focus sur la politique nationale de l'alimentation pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte nous, DRAF, nous intervenons sur ces sujets-là. Quelques rappels réglementaires autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et autour du don. Donc ce sera assez rapide, considérant que dans le cadre de ce défi, vous avez certainement eu déjà beaucoup d'informations là-dessus. Donc je ferai quelques focus particuliers sur le sujet du jour. Donc on envisagera dans un premier temps du coup le don dans une perspective en fait de don aux associations d'aide alimentaire, sachant qu'il y a d'autres possibilités de dons que l'on verra donc dans un second temps. Dans les questionnements qui m'avaient été remontés, le sujet de solutions anti-gaspi avait été évoqué, notamment des questions sur les applis. Donc j'ai élargi un petit peu pour voilà, vous apporter quelques éléments, mais l'intérêt, je pense, c'est qu'on puisse, dans le temps d'échange aussi, s'appuyer sur vos propres retours d'expérience hein, pour voir ce qui semble être préconisé. Et puis, je voulais terminer par
une petite actualité autour du label anti-gaspi qui vient de sortir pour la distribution et sur lesquels on va pouvoir retrouver justement des éléments autour du don. Donc voilà ce que je vous propose. On a un label anti-gaspi maintenant, donc c'est formidable. Voilà, donc c'est tout nouveau et voilà, je vous en donnerai quelques éléments. Donc c'est parti avec du coup en préambule voilà, quelques éléments sur la politique nationale de l'alimentation. Donc sans refaire tout le parcours, mais en gros, il existe une politique nationale de l'alimentation qui se décline dans des programmes nationaux de l'alimentation. Nous en sommes en 2023 à la 3e édition de ce programme national. Donc ce programme va intégrer un certain nombre d'orientations liées aux éléments partagés dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Ce programme va intégrer des éléments de cadrage de lois telles que la loi Egalim, la loi Climat et Résilience. Et derrière cette politique, quelle est la finalité? Donc je me permets de le rappeler parce que ça induira aussi une certaine orientation en termes de préconisation pour le don. Donc la politique de l'alimentation, le but, c'est bien d'assurer un accès à une alimentation pour tous, sûre, saine, de bonne qualité, en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement, socialement acceptables pour tous et favorisant l'emploi, la protection de l'environnement. Donc au travers de ça, j'insiste bien sur cet accès pour tous à l'alimentation. Et on verra tout à l'heure qu'au travers du don, on peut justement avoir une action favorable à la lutte contre la précarité alimentaire, ce qui, dans le contexte actuel, n'est pas du tout anodin. Voilà, et donc le cadre national de ce programme, donc il faut retenir qu'il y a 5 thèmes principaux. Donc la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est finalement à la croisée des sujets dont on va parler aujourd'hui, dont et notamment lutte contre la précarité alimentaire, dans le cadre d'une lutte contre le gaspillage alimentaire. Nos autres champs d'intervention sont l'éducation à l'alimentation, et parmi les leviers sur lesquels on s'appuie particulièrement, la restauration collective, autour de la loi Egalim notamment, et l'ancrage territorial au travers de dispositifs dits PAT, projets alimentaires territoriaux. Donc, ce programme national est piloté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en lien avec les autres ministères, notamment de la santé, de la cohésion sociale et aussi de la transition. Il est décliné en région et c'est un de nos rôles d'assurer cette déclinaison au niveau régional de ce PNA. Et dans les modalités d'intervention, on peut accompagner des projets au niveau méthodologique, mais également d'un point de vue financier, dans le cadre d'appel à projet. Donc il existe un appel à projet national et il y a aussi une enveloppe régionale, mais également des dispositifs de type France Relance ou France 2030 qui peut nous permettre d'accompagner des initiatives, qu'elles soient portées par des collectivités, des associations, voire des entreprises. Voilà, donc sachez-le, et ça pourra peut-être intéresser certains qui sont engagés justement dans des solutions d'amélioration qui pourront nécessiter parfois de l'ingénierie, voire des investissements matériels. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire dans tout ça, donc vous avez certainement eu déjà connaissance de ces chiffres, mais il y a des enjeux bien sûr sociaux, je l'évoquais, mais également économiques, du fait que les pertes et gaspillages représentent un impact de 16 milliards d'euros par an, et ces pertes représentent 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Voilà, je ne rentre pas dans ce détail, vous avez certainement eu ces éléments, mais ça, voilà, c'est là pour faire quelques rappels et justifier le pourquoi nous intervenons aussi sur ces sujets. Alors, en termes de rappel, cette fois plus d'ordre réglementaire, sur ces sujets de lutte contre le gaspillage et de dons alimentaires. Donc, vous avez aussi très certainement eu connaissance de ces différents événements depuis 2013, passant par notamment l'instauration de la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, la fameuse loi dite Garot, la loi Egalim, la loi AGEC. Alors, à ce stade, vous pourrez retrouver plus d'éléments sur le lien suivant. Donc, l'ADEME a un site qui regroupe un certain nombre de ressources sur les sujets notamment de gaspillage alimentaire. C'est le site Optiged ADEME. En recherchant sur l'alimentation durable, vous aurez accès à la synthèse de ces obligations réglementaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir principalement de ces différents textes? Eh bien, que les distributeurs vont être concernés, bien sûr, par l'interdiction de dénaturer les denrées alimentaires encore consommables, que les grandes et moyennes surfaces, d'une surface de plus de 400 mètres carrés, auront obligation de mettre en place des partenariats pour le don, donc avec des associations d'aide alimentaire. Donc ça devra passer par des conventions. Cette obligation de partenariat va s'appliquer aussi à la restauration collective, publique et privée, dès lors que sont servis plus de 3000 repas par jour, et concerne également les entreprises agroalimentaires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Donc voilà pour le don. D'autres éléments concernent également les grossistes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros, avec une obligation de partenariat et également des procédures internes de contrôle et de qualité des dons. Donc, au travers de ces quelques rappels, donc vous voyez que la réglementation est effectivement dense, hein, sur ces sujets-là. La loi Egalim introduit également d'autres aspects, comme le principe du gourmet bag, dont vous avez peut-être entendu parler et qui va concerner la restauration commerciale. Hein, j'y reviendrai dans le cadre de la présentation. La loi AGEC introduit également ce principe de label anti-gaspi qui sera aussi abordé dans le cadre de cette présentation. Donc je vais très vite considérant, mais vous me direz tout à l'heure si c'est nécessaire de revenir sur certains aspects, considérant que ces données, vous les avez déjà eues par ailleurs. Pour autant, je souhaitais quand même bien vous faire ce rappel issu de la loi Garot. Il y a une hiérarchie dans les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et la première étape est bien sûr la prévention. Éviter de ce gaspillage alimentaire, et je pense que comme vous avez réalisé le diagnostic, commencer à travailler en atelier, c'est bien un des premiers axes sur lesquels vous vous êtes penché dans le cadre de votre plan d'action. Ensuite, le deuxième vise en fait à utiliser ces invendus qui sont propres à la consommation elle-même par la transformation. Je suppose également qu'il y a des voies d'utilisation des produits pour une valorisation. Hein, chacun, dans le cadre de ses bilans matières, doit y travailler très largement. Et puis, toujours pour une destination consommation humaine, c'est là qu'on va retrouver le don. Et donc, en deuxième lieu, avant la valorisation destinée à l'alimentation animale et avant, du coup, pour finir, celle qui consistera en une valorisation aussi bien matière qu'énergétique, notamment par la méthanisation. Alors, ceci étant, donc c'est pourquoi je souhaiterais commencer par ces principes liés aux dons aux associations d'aide alimentaire. Alors non seulement parce que c'est assez prioritaire dans la hiérarchisation qu'on vient de voir précédemment, mais aussi du fait des enjeux actuels et du contexte particulier lié à la précarité alimentaire. Donc quelques chiffres ici et quelques illustrations hein, pour rappeler si nécessaire que l'aide alimentaire devient quelque chose de prépondérant, de primordial hein, pour un certain nombre de personnes qui au quotidien
ne peuvent pas sauter des repas pour des raisons financières ou n'arrivent pas à se procurer une alimentation saine et équilibrée, donc ce qui représente quand même 1 personne sur 5, ce qui n'est pas négligeable. Et donc l'aide alimentaire, qui est un dispositif existant, permettait en 2018 de servir 4,3 millions de personnes. On voit qu'en 2020, ce chiffre est monté à plus de 8 millions, et en 2022, là je n'ai pas les éléments, peut-être que l'intervenante de la Banque alimentaire les aura tout à l'heure, mais vous voyez qu'on est en forte croissance, et entre la crise Covid, la crise ukrainienne et les différentes crises qu'on traverse, voilà, ça ne fait qu'augmenter. Et du coup, il y a un vrai enjeu pour une partie de la population de se nourrir effectivement dignement. Et chaque acteur économique peut aussi avoir voilà, une responsabilité, ou peut être incité dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale à se pencher aussi sur ces sujets et apporter du coup une pierre à l'édifice au travers notamment du don. Donc ce schéma-là, vous le retrouvez sur un guide que vous devez bien sûr connaître. Hein. C'est un guide qui a été élaboré par l'ANIA, qui date donc de 2022, me semble-t-il, février 2022. Oui, allô. Donc le guide. Il y avait du bruit. Oui, pardon, le guide du don, donc produit par l'ANIA, mais aussi par la Fédération du commerce et de la distribution, la FNSEA, la coopération agricole et Solal. Hein, je vous renvoie sur ce guide qui vous donnera quand même beaucoup de clés par rapport à l'organisation de ce don. Donc c'est un guide qui date de février 2022, donc qui est relativement à jour. Donc, issu de ce guide, donc vous retrouvez ce schéma qui voilà, reprécise quelles sont les structures concernées. Alors, par l'obligation de don. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, les grossistes, les GMS de plus de 400 mètres cubes, etc., etc. Mais pour les flèches rouges, hein, on est dans le cadre ici d'un don encadré, mais rien n'empêche un don volontaire à destination des associations alimentaires, et c'est un petit peu le message que je souhaiterais passer. Cela concerne donc, à mon avis, l'ensemble des structures ici présentes. Alors, sur le don aux associations alimentaires, donc, il y a un certain nombre de denrées qui peuvent être cédées. Donc, je ne vais pas vous citer l'ensemble des articles issus soit du Code de l'environnement, soit des différentes réglementations relevant de l'ordre sanitaire, notamment. Hein, vous retrouverez ça, bien sûr, dans le document que vous recevrez à l'issue de cette présentation, mais voilà, que retenir? Tout d'abord, qu'on peut donner voilà, dans une limite, hein, qu'il reste 48 heures avant l'expiration de la date limite de consommation, que l'étiquetage doit être conforme au règlement INCO. Il y a des catégories de denrées qui vont être plus sensibles que d'autres, notamment les denrées contenant des produits d'origine animale, et donc qui pourront présenter un risque sanitaire. Et le guide que j'évoquais tout à l'heure va vous donner des précisions sur ce qui pourra être refusé par les associations d'aide alimentaire du fait de ces risques qui peuvent être présents pour la consommation. Donc c'est le cas par exemple des pâtisseries réfrigérées, des plats cuisinés vendus chauds, des steaks hachés crus réfrigérés, des saucisses crues, etc., etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre de produits sensibles, hein, qui vont être du coup à exclure a priori du don. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le principe de denrées sûres qui ne soient pas préjudiciables à la santé, que l'emballage reste intègre, que ces produits, voilà, qu'ils soient sous DLC ou DDM, garantissent une durée de conservation restante suffisante
pour permettre la redistribution par les associations de manière sûre et une utilisation sûre aussi par le consommateur final. Alors, tout cela s'appuie sur un guide de bonnes pratiques d'hygiène qui a été établi par les parties prenantes, les organismes caritatifs. Et donc, on retrouve là les produits exclus, comme je l'évoquais juste avant. Et donc, par rapport au circuit, donc là, c'est tiré d'un texte dont je n'ai pas repris ici. Je vais m'en excuser les références. Donc, c'est une instruction technique de juin 2022 qui trace un peu le circuit voilà, entre un établissement agréé, qu'il soit transformateur, qu'il soit une restauration type cuisine centrale. Donc, il va y avoir le cas des denrées préemballées par l'établissement qui est agréé pour la remise en l'état au consommateur. Donc là, dans ce cas-là, l'étiquetage INCO va être obligatoire. Les produits qui vont être élaborés à l'échelle des commerces de détail, donc que ce soit restaurant, GMS, boucher traiteur, donc deux cas de figure, donc les denrées qui vont être remises en l'état au consommateur, donc ceux-ci devront présenter des étiquettes devront présenter des informations sur leur étiquette. Et pour ce qui est des denrées déconditionnées, le conditionnement à ce moment-là doit être réalisé avant remise à l'association caritative. Et dans tous les cas, dans ce deuxième cas et dans le cas des établissements agréés, il doit y avoir bien sûr des éléments de traçabilité qui doivent apparaître, qui n'apparaissent pas forcément sur le produit, mais qui doivent être transmis à l'association caritative. Et à partir de cela, l'association pourra distribuer les denrées au consommateur final, avec, dans le cas où les produits ne sont pas étiquetés, une information qui devra être lisible et claire. Ces associations à qui on va pouvoir donner devront être habilitées. Donc cela voilà, doit se faire auprès de la Direction générale de la cohésion sociale. C'est la condition pour lesquelles comment dire, ces établissements pourront mettre en œuvre effectivement l'aide alimentaire et pourront recevoir pour cela à la fois des contributions publiques, mais également des dons, comme on l'évoque ici. Donc ces associations font l'objet de contrôle. Et voilà, rien de plus à ce stade. Donc, pour donner à ces associations, donc comme je l'évoquais, ça va nécessiter de mettre en place des conventions, notamment pour les établissements d'une certaine taille. Donc tout cela est un peu redondant avec ce que j'ai déjà dit, donc je me permets d'aller un petit peu vite. Donc dans le contenu de la convention, donc sont décrites les modalités d'enlèvement, de transport, de stockage, les modalités de traçabilité. Notez qu'il doit y avoir un bon de retrait à établir pour chaque don, et notez que l'association peut refuser les denrées en cas de problème d'hygiène. Donc, autre exigence, donc un plan de gestion doit pouvoir être communiqué à l'association à qui on va donner. Ce plan de gestion devra comprendre une sensibilisation du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux dons, un plan de formation, et puis les modalités d'organisation pour ce don. Et notamment s'il y a un transport, et donc avec une partie peut-être de sous-traitance. Et il doit y avoir une personne qualifiée qui doit être désignée, qui va être un peu garante du respect de ce plan de gestion. Donc je vous renvoie sur le site du ministère de l'Agriculture pour trouver les exemples de ces conventions, qui ont été déclinées
pour la GMS, pour les grossistes, pour la restauration collective et pour les industries agroalimentaires. Donc, au-delà de ces aspects, on va dire, de cadrage, pour donner, donc, d'un point de vue pratico-pratique, il faut pouvoir identifier le tissu associatif et donc quelles sont les associations existantes dans la proximité de vos entreprises pour pouvoir donner. Ensuite, donc, il s'agira de signer cette convention, d'organiser le don et puis de travailler dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité, ceci à toutes les étapes du don. Attester, bien sûr, que le don a été effectué et puis essayer de rentrer dans une démarche un peu d'amélioration continue avec un suivi dans le temps avec l'association partenaire. Voilà, ce qui semble quand même assez essentiel. Donc, parmi les différentes associations d'aide alimentaire, donc vous en retrouverez un premier inventaire dans le guide du don de l'ANIA. Vous en trouvez ici quelques illustrations. Donc, il existe au niveau régional et du coup sur le site de la DRETS, de la DGCS, la liste des associations qui sont habilitées au niveau régional. Peut-être, tout à l'heure, la Banque alimentaire va intervenir, mais voilà, il s'agira de distinguer les associations comme la Banque alimentaire qui regroupe finalement les dons pour ensuite les mettre à disposition des autres associations qui, elles, distribueront directement. Donc c'est une première possibilité de don à la Banque alimentaire qui fait une sorte de regroupement de ces dons pour une distribution ensuite, ou directement aux différentes associations. Donc cette convention de don, donc vu l'heure qui tourne, je vais peut-être pas rentrer plus dans le détail. Hein, oui, non, des questions tout à l'heure, voilà, sur l'organisation interne, on en a déjà évoqué quelques éléments sur les conditions d'hygiène. Donc voilà, hein, c'est assez proche de ce qui vous est exigé pour vos activités hein, au quotidien. Donc pas de grande surprise. Pour attester le don effectué, donc il y a quelques éléments qu'il va falloir reporter hein, sur les formulaires, hein, bien sûr, les dates, l'identification du site, les produits qui vont être proposés, ceux qui vont être acceptés. Donc cela contribuera aussi à faire un transfert de responsabilité hein, par rapport aux questions de responsabilité par rapport à la qualité du don. Donc le fait d'attester le don va permettre aussi pour le donateur de valoriser ce don sur le plan fiscal, au-delà du fait d'assurer la traçabilité et le transfert de propriété. Voilà pour ces premiers éléments, mais je pense que tout à l'heure, l'intervention de toute façon de la Banque alimentaire permettra d'apporter un éclairage complémentaire à tous ces premiers éléments et de manière beaucoup plus concrète avec des exemples. Sur les autres modalités de don, donc il est vrai qu'on aura moins de cadrage au niveau réglementaire. Donc ce que je vous livre là est à prendre quand même avec certaines précautions. Donc pour préparer cette intervention, donc vous avez j'ai essayé de me rapprocher de ma collègue qui est chargée de mission sécurité sanitaire des aliments là, au SRAL. J'ai essayé de solliciter plusieurs sources pour avoir des éléments fiables, mais force est de constater que sur ces domaines de lutte contre le gaspillage alimentaire qui sont un peu
à la croisée de différentes politiques ministérielles entre l'environnement, la cohésion sociale, l'alimentation. On n'a pas quelque chose de complètement stabilisé à ce stade, ce que je regrette, qui permet d'avoir des orientations claires, en tout cas pour les acteurs. Donc cet exercice du jour va nous permettre, nous, de faire remonter aussi au niveau national un certain nombre de questions. Et donc, voilà, je prendrai volontiers vos différentes questions tout à l'heure pour voir dans quelle mesure on peut aussi y apporter des réponses un peu plus précises que ce que je vais vous présenter là. Alors, ceci étant, donc, le don au personnel, donc, est-ce qu'il est possible? Oui, tout à fait. Il est même, du coup, intéressant pour des produits qui sont encore propres à la consommation. Donc, il y a possibilité de réduction d'impôt qui va être égale à 60% de la valeur du don effectué dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel. Donc, ce qui n'a pas été pris en compte une année peut, du fait de cette limite, être reporté sur les exercices suivants. Je voulais vérifier, désolée. Il me semble que j'avais identifié qu'il y avait un nouveau texte, enfin en tout cas une nouvelle information qui était sortie là-dessus. Alors je la retrouverai, désolée, je ne l'ai pas sous la main. Concernant non pas le don, mais la vente au personnel à des conditions tarifaires réduites. Bon, j'y reviendrai, désolé, je ne retrouve pas l'info là directement. Donc voilà pour le don personnel. Pour ce qui est du don pour l'alimentation animale, donc là, il faut surtout retenir que le don des produits est totalement proscrit pour les animaux d'élevage. Alors, on peut bien sûr donner pour l'alimentation animale en dernier recours, une fois qu'on aura épuisé les actions précédentes. Et donc, on peut donner, mais sous certaines conditions, notamment si les produits ont été en contact avec des denrées animales. Donc ça va nécessiter, en fait, pour leur utilisation, pour l'alimentation animale, un agrément de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, des DPP. Il va y avoir, du coup, pour les produits à moindre risque, ceux qui sont classés en catégorie 3, donc cette catégorie correspond à la classification sanitaire des sous-produits animaux. Donc ils pourront être utilisés dans l'alimentation des animaux après application d'un traitement approprié dans des installations de transformation agréées, donc une forme d'hygiénisation qui pourra prendre la forme d'une cuisson ou d'autres modalités. Donc, sur cette question de don, typiquement, il existe quelques textes de référence. Je vous ferai suivre aussi des fiches techniques qui avaient pu être élaborées, mais qui datent un petit peu de juin 2020, par un service des déchets de Guingamp-Paimpol, qui est assez pédagogique dans la présentation. Mais voilà, s'il y a des questions de détail plus précises, je vous laisserai formuler les questions qui vous viennent et que l'on essaiera d'expertiser par la suite pour vous apporter des réponses plus complètes au-delà. Alors du coup, on a une question, Madame Boivin, de Marine, sur le don alimentaire, mais au personnel, oui, en demandant est-ce que c'est un avantage en nature? Alors, oui, c'est effectivement un des sujets. Alors, je vais vous demander 2 petites secondes. Je suis navrée, mais comme je vous le disais, j'avais identifié des éléments d'information plus récents que je n'ai pas intégrés au diaporama et dont je voulais vous parler sous réserve que je le retrouve. Et c'est mal parti. Si vous ne le retrouvez pas, on pourra... Pendant l'intervention de la banque alimentaire, sinon voilà, on pourra passer des informations à la fin. On va faire comme ça. Je suis vraiment navrée, on va faire comme ça. Pas de souci.
Alors, comme le temps tourne, On vous laisse encore 5 minutes, s'il vous plaît, pour qu'ensuite la banque alimentaire puisse... Oui, bien sûr. Alors, sur les autres solutions anti-gaspi, donc comme évoqué, il en existe aussi un certain nombre, comme le gourmet bag, donc c'est le fameux doggy bag. Donc là, on est dans le cas de la restauration commerciale. C'est un conditionnement dans lequel le client va pouvoir emporter les restes de son repas. Donc c'est quelque chose qui est rendu obligatoire, hein, cette possibilité depuis juillet 2021. Donc charge bien sûr aux restaurateurs de fournir, de s'assurer que le conditionnement fourni soit conforme en termes d'aptitude au contact, d'étanchéité, de propreté. Le remplissage de ces gourmet bags devra être effectué à la table des clients ou dans une zone définie, formalisée, pour éviter tout risque de contamination. Et lors de la remise de ce gourmet bag, le professionnel va être tenu d'apporter des recommandations aux clients sur la bonne pratique de conservation et de consommation. Donc, il existe un site dédié, donc je vous renvoie sur ce site où vous allez retrouver quelques infos à retenir et notamment que le restaurateur n'est pas responsable des conditions dans lesquelles la partie donc consommée du repas sera ensuite conservée et consommée. Donc c'est pas négligeable, hein, de bien l'identifier. Bien sûr, on ne peut pas proposer des produits dissensibles. Il n'est pas obligatoire de faire un étiquetage de traçabilité. Hein, donc c'est quelque chose qui se veut être assez souple en tout cas. Voilà, je vous renvoie sur ce site, hein, pour plus d'infos. On voit se développer d'autres types de solutions anti-gaspi, comme des libres-services de prévention du gaspillage. Donc, ce sont des armoires réfrigérées qui proposent des denrées ou des plats excédentaires à disposition des convives, par exemple dans un restaurant collectif. C'est un peu à l'image d'un distributeur automatique. En termes de responsabilité, donc, il va falloir à minima assurer aussi la maîtrise des sanitaires au travers d'un entretien, d'un nettoyage de l'armoire, de la vérification des températures et de la gestion des denrées, et notamment en termes d'étiquetage et de non-dépassement de ces dates. Donc, je vous renvoie aussi là-dessus, vous retrouverez quelques guides sur l'exemple ici des frigos dits solidaires. Vous verrez aussi dans le cas où, par exemple, le point de vente l'installe sur la voie publique, il y a aussi des éléments de cadrage au niveau réglementaire pour l'occupation de ce domaine public. Et donc, ce guide est assez bien fait autour de ça. Autour des solutions anti-gaspi, donc Cathy Cassaligi m'avait indiqué que vous souhaitiez avoir quelques éclairages. Alors, je n'ai pas pu conduire une expertise très poussée, hein, de ces différentes solutions, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de startups qui développent justement des outils, des interfaces pour faciliter la vente à coût réduit de produits alimentaires avec un système de géolocalisation, hein, comme c'est le cas avec Too Good To Go. D'autres outils existent, je me suis appuyée sur une recherche un peu biblio, à prendre aussi avec précaution dans le descriptif, hein, mais qui vous donnera quelques éléments sur ce que sont ces différents outils. Donc je vous inviterai par la suite à aller creuser ça. On a eu l'occasion de faire témoigner déjà des acteurs comme Too Good To Go ou Phoenix, hein, dans le cadre parfait. de... Voilà. Parfait, donc effectivement, donc moi, ce qui m'a pris un petit peu de temps, c'est d'essayer d'identifier un peu les modalités et les tarifs aussi liés à ces différentes solutions proposées. Donc je ne sais pas si au cours des ateliers antérieurs, vous avez pu faire un comparatif
au niveau tarifaire, au niveau des avantages de ces différentes solutions. En tout cas, voilà, entre Too Good To Go, que vous connaissez, qui va concerner plutôt la vente de produits avant les dates à date courte, on va dire. Des Phoenix propose aussi du coup d'autres services, comme le fait de pouvoir aider à repérer les produits en date courte et donc avec des zones périmées en rayon, de valoriser les invendus avec ces différentes solutions d'application, mais également travailler autour d'un accompagnement des structures sur le don aux associations caritatives, et on voit apparaître aussi en troisième niveau, dans l'objectif d'atteindre le zéro déchet alimentaire, qui peuvent aussi vous accompagner autour du don pour l'alimentation animale. Donc, voilà les choses intéressantes que j'avais pu repérer. Et en termes de tarifs, j'avais noté que pour Too Good To Go, on était en fait sur un modèle économique qui repose sur une commission fixe perçue sur chaque panier vendu de l'ordre de 1,09 €. Qu'il y a des frais de service de 39 € par an. Et voilà pour ça, mais je pense qu'il y a des retours d'expérience là-dessus, mais vous l'avez peut-être évoqué déjà auparavant. Et puis pour ce qui est de Phoenix, on était sur une commission de 0,83 € en moyenne sur les paniers, jusqu'à 5 € via l'application, et 20% sur les paniers les plus élevés. Voilà, c'est une commission de toute façon sur le chiffre d'affaires, mais vous pourrez peut-être retrouver ces infos de là. Dernier point. Rapidement, s'il vous plaît, parce que voilà, oui, faut qu'on ait le temps après. Dernier point, désolé, sur le label national, donc issu de la loi AGEC, comme évoqué. Donc, les objectifs, c'est de valoriser bien les bonnes initiatives telles que les vôtres. Donc, valoriser les acteurs de la chaîne qui vont contribuer aux objectifs nationaux de lutte avec 2T, c'est mieux, contre le gaspillage alimentaire. Donc, avec un référentiel de moyens et de résultats, avec un plan de contrôle et une labellisation avec 3 niveaux de progression. Donc, le référentiel va être travaillé pour la distribution, la restauration, la transformation sur un calendrier défini ici. Et donc, vous annoncez qu'au 28 février 2023, le premier référentiel concernant la distribution a été rendu accessible sur le lien que vous trouvez là. Donc, le contenu de ce référentiel, c'est de faire quelques rappels réglementaires, définir les 3 niveaux de labellisation, les différentes mesures et les seuils pour le gaspillage alimentaire suivant les structures concernées, rappeler quels vont être les éléments du référentiel, les critères attendus et les exigences. Et on verra, par exemple, ici, qu'il y a un domaine qui va concerner directement la gestion des invendus et du don. Donc, je vous renvoie là-dessus. C'est intéressant de voir repris de manière plus exhaustive les exigences qui sont attendues en niveau 1, 2, 3 pour le don. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus à ce stade. Je vous laisse découvrir ces éléments. Puis voilà, à l'occasion d'autres ateliers, vous pourrez peut-être y revenir. Oui, voilà, désolé d'avoir été un peu longue. Je vous en prie. Merci pour cette présentation très complète. Enfin, ce label, oui, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est quand même une actualité importante et possibilité pour les entreprises qui s'engagent de se faire, d'avoir une reconnaissance officielle. Je vais passer la parole tout de suite à la Banque alimentaire. Donc, on partage, c'est ça, votre support, c'est ça? Oui. Tout à fait, s'il vous plaît. Et vous, Cathy, je te laisse et vous nous faites signe quand on avance. Très bien, faisons ainsi. Voilà, je vous laisse la parole. Et puis on prendra plus à l'issue de votre intervention, on fera un petit temps d'échange. Voilà. Merci. Merci à tous pour votre engagement dans ce défi. Déjà, je pense que c'est
une belle action qui a sûrement pour vous l'intérêt d'en apprendre plus sur le sujet et les possibilités. Et merci à la CCI de nous permettre, en tant qu'association d'aide alimentaire, de pouvoir intervenir aujourd'hui. Alors, je m'excuse. Excusez-moi, vous pouvez sortir. Voilà, on est deux dans le bureau, donc s'il y a un coup de fil en plus, ça ne marche pas. Votre support est bien partagé, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc à la Banque Alimentaire, donc on est une association de loi 1901. Chaque département a sa banque alimentaire, grosso modo. Et nous sommes toutes des associations indépendantes qui avons la chance d'avoir une fédération à l'échelle nationale qui permet une forme de représentation, de lobbying et puis aussi de structuration par métier. Alors, du coup, je vous laisserai glisser sur la création de la banque alimentaire. Donc, on a été créé dans le but, finalement, de valoriser les surplus. Comme vous pouvez le vivre au quotidien, il y a des produits qui n'ont pas forcément de débouchés commerciaux directement applicables. Et en lien, voilà, il y avait une pauvreté croissante avec des gens qui avaient besoin de pouvoir avoir accès à des produits pour leur alimentation. Donc, la banque alimentaire s'est créée à ce niveau-là et comme la majorité des associations d'aide alimentaire, voilà, on est apolitique, aconfessionnel, etc. Alors, pour vous parler du réseau des banques alimentaires, donc on a un maillage France métropolitaine et également Outre-mer. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez que le territoire est plutôt bien couvert. Alors, soit il y a une banque alimentaire en tant que telle, soit elle est secondée sur le territoire par un système d'antennes qui permet d'être au plus près des associations et des personnes en situation de précarité. Donc, ça n'exclut pas les zones blanches, hein, bien évidemment, mais néanmoins, l'idée, c'est d'être le plus implanté possible. Je vous laisserai défiler. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur le département du Rhône, on a récolté l'année dernière à peu près 5000 tonnes de produits. Alors, récolter, plutôt distribuer finalement, parce que parfois, hélas, on ne peut pas distribuer tout ce qui nous est donné. Donc, on distribue à peu près 5000 tonnes et en équivalent repas, ça fait 10 millions de repas distribués sur l'année. Donc, c'est une activité assez significative que l'on gère là. Et c'est ce qui explique notre positionnement par rapport, comme l'interlocutrice précédente l'a souligné, la différence avec des associations d'aide alimentaire qui peuvent être de plus petite taille. C'est que nous, du coup, on va pouvoir accueillir des volumes très significatifs. Slide suivante. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, on fonctionne principalement par le don. Jusqu'en 2021, on ne fonctionnait que par ça. Donc, vous avez ici à peu près les proportions des dons en volume que nous recevons. Donc, principalement, ce sont des industriels qui nous donnent. Et là, souvent, ces dons se font grâce aux plateformes, à travers les plateformes logistiques. On va aussi ramasser auprès des grandes surfaces, donc Lidl, Carrefour, Auchan, Casino, etc. Ça représente un volume d'à peu près 13%. Et c'est ce qui occupe principalement notre flotte de véhicules. On a aussi accès, on fait partie des 4 réseaux qui sont habilités à recevoir les produits de la solidarité européenne, donc produits qu'on appelle maintenant FSE+, ainsi que les produits destinés aux épiceries sociales et solidaires, donc des produits CNES. On a quelques partenariats agricoles où parfois nous avons du coup des surplus, des invendus, des surstocks. Et puis la collecte nationale, qui est l'élément le plus connu par le grand public, qui a lieu fin novembre, dans lequel on est présent dans les magasins pour demander aux uns et aux autres de participer à travers des dons de féculents ou de boîtes de conserve, etc. Tous ces différents flux de dons alimentaires nous permettent sur le Rhône de distribuer à 143 associations partenaires, à peu près 166, et à peu près 108 000 personnes bénéficiaires qui, du coup, reçoivent ces denrées. Alors, quelques chiffres clés pour vous dimensionner la taille de l'entrepôt de la Banque alimentaire du Rhône. On est à peu près, du coup, sur 2500 m² de locaux, avec une zone, donc première photo, zone sec, où on a à peu près un espace de stockage de 1600 palettes. Et puis, on a toute une superficie réfrigérée. Donc, ça, c'est la deuxième et troisième photo, où on a, du coup, un espace de chambre froide qui nous permet de gérer les produits frais et surgelés.
En termes de logistique, on a un poids lourd 26 tonnes, on a 5 camions A3-5, donc qui eux s'occupent des ramasses, et une petite fourgonnette au besoin. Et surtout, on a des équipes. Des équipes qui pour le moment sont un peu déséquilibrées. On est un peu au-delà de nos moyens financiers avec plus de salariés que prévu. Normalement, on est plutôt sur une dizaine. Mais la situation étant une forme de carence de bénévoles en ce moment, depuis le Covid, pour assurer l'activité, on est obligé de recruter davantage. Normalement, la balance étant à peu près une dizaine de salariés pour à peu près 150 bénévoles. C'est à peu près l'équilibre qu'il faudrait sur une structure comme la banque alimentaire. Slide suivante. Alors, la diversité des associations partenaires est assez large. Elle est assez large en termes déjà de dispersion géographique. On a quand même une plus forte concentration sur la métropole lyonnaise que sur l'ensemble du territoire. Donc, il est clair qu'il y a quelques zones blanches sur lesquelles on s'efforce de trouver des solutions en termes de distribution. On a des différences par rapport à la taille des assos et au nombre de bénéficiaires qu'elles peuvent servir. On peut avoir des assos presque familiales qui gèrent une dizaine de familles, comme on a des assos comme le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, où là, on parle en centaines, en milliers de personnes destinataires. Voilà, donc une grande diversité sur les volumes, les besoins, les volumes. Certains qui, du coup, ne font que du petit déjeuner, certains qui ont la possibilité de cuisiner, etc., etc. Donc, ça veut dire à chaque fois une fiche d'identité particulière et du coup des demandes aussi particulières en termes de produits. Slide suivante. Ah, excusez-moi, il faut que je fasse un partage de clés. Alors, en termes de volonté, en tout cas de stratégie, la banque alimentaire a le désir de pouvoir fournir des produits de qualité pour une alimentation de qualité aux bénéficiaires. Néanmoins, notre difficulté, c'est que on n'est pas acheteur, alors on l'est un tout petit peu depuis 2 ans, mais on est surtout réceptionnaire des dons. Et donc, il y a tout un travail qui est fait par le réseau national, mais aussi à l'échelle du département, pour sensibiliser nos donateurs actuels et trouver de nouveaux donateurs qui nous permettent d'équilibrer le plus possible l'assiette des bénéficiaires. Par exemple, dans les déséquilibres qu'on peut constater, on a beaucoup de produits sucrés, donc chocolat, bonbons, etc. Et on a plus de difficultés à avoir des fruits et légumes et des produits protéinés, que ce soit produits laitiers ou viande, poisson. Voilà. Donc, de fait, quand on reçoit de manière déséquilibrée, il est difficile de distribuer de manière équilibrée. Mais ça, c'est le travail de l'association d'arriver à porter ce genre de parole et de sensibilisation aux donateurs pour réussir à ce que globalement, on puisse avoir quelque chose qui se rapproche de l'idéal. Personne n'a une alimentation idéale, bien sûr, mais quand déjà le panier moyen présente 20% de fruits et légumes en moins, c'est difficile pour les familles. Voilà. Donc, par exemple, dans les démarches qu'on a engagées, il y a le marché d'intérêt national de Corba, qui est à côté de chez nous, sur lequel on a engagé des démarches pour voir si on pouvait avoir accès à des produits. Donc, voilà, le genre d'actions qu'on peut avoir pour tendre à améliorer le panier moyen. Alors, je vous remercie. Slide d'après. Alors, du coup, notre mission, elle se résume en 4 mots. Collecter. Donc, voilà, on fait appel aux dons et ces dons peuvent venir de différents types de structures. Ça peut être la restauration collective, ça peut être un agriculteur, ça peut être de l'industrie agroalimentaire. Voilà, on a tout type de dons du moment qu'il est alimentaire. Et derrière aussi, je vous expliquerai tout type de volume. Donc, on va collecter ces dons. Depuis 2 ans, on a la possibilité aussi d'acheter. Avec le Covid, on a eu quelques subventions qui nous permettent d'aller directement acheter, ce qui n'est pas forcément notre premier métier. Et une fois que les denrées sont arrivées chez nous, on les contrôle, on les trie, on les stocke et ensuite on les redistribue à nos associations partenaires. Donc nous, on est un intermédiaire de l'aide alimentaire dans le sens où nous ne sommes pas directement à la rencontre des bénéficiaires. On reçoit les dons et ensuite on les partage aux associations d'aide alimentaire
qui elles-mêmes sont dans ce contact aux bénéficiaires. Derrière, ça veut dire que, pardon, on a quand même une mission, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un acteur logistique, gestion de stock, on a une mission qui se prononce, pardon, vous pourriez fermer la porte s'il vous plaît, et qui s'accentue autour de l'accompagnement. On a un programme qui s'appelle Bon Geste, Bonne Assiette, qui a justement pour but de faire en sorte que chaque banque alimentaire accompagne autant que possible les associations en lien avec les bénéficiaires. Et ça peut prendre la forme d'ateliers, de sensibilisation, de campagnes de prévention, de documentation autour de l'équilibre alimentaire, de la lecture des étiquettes, autour de la différence entre DDM et DLEO, etc. Voilà les missions. Et donc, pas à nourrir, bien évidemment, mais ça, c'est le fruit de tous nos efforts. Slide d'après. Alors, on a parlé des volumes que l'on accueille au sein de la banque alimentaire. Donc, l'année dernière, on était autour de 5 000 tonnes. En 2021, on était plus à 6 000 tonnes. Et on a des moyens logistiques aussi conséquents. Mais il y a aussi des petits dons. Et la somme des petits dons font des beaux dons. Les petits dons, ça peut être, par exemple, un restaurant qui, à la fin de son service, peut avoir 10 repas qui ne sont pas, qui ne seront pas distribués, qui ne seront pas servis. Et dans ces cas-là, nous, la banque alimentaire, on ne se déplace pas forcément pour 10 kilos. On a du coup créé cette plateforme qui s'appelle Proxidon, qui est juste d'une très simple évidence, mais qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Cette plateforme, elle permet à tout type de donateur d'exprimer son don via la plateforme. Donc moi, par exemple, restaurateur, aujourd'hui, là, à 10 h, j'ai 10 repas en trop. Et les associations se connectent aussi. Et en fait, elles ont des alertes. À 2 km de chez moi, le restaurateur met un don en disponibilité. Je peux aller chercher 10 repas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on connecte directement le donateur avec une asso. Et cette asso reçoit du coup des alertes sur les dons qui sont proches de chez elle. Finalement, elle est plus légitime que nous à aller chercher ces petits dons. Elle va pouvoir les redistribuer tout de suite. Et puis, ça évite de passer par la banque alimentaire. Elle est juste à côté et elle va distribuer juste à côté. Donc c'est super intéressant en termes de logistique, en termes de réactivité et aussi pour pouvoir du coup accueillir des dons de petite quantité. Oui, ça c'est très important. C'est vrai que nous, dans le défi, où même on a des demandes et souvent ils pensent que c'est pas pour eux le don. Sur des plus petites entreprises, effectivement, c'est un point très important. Ouais. Mais ça peut être quelques produits, ça peut être quelques kilos. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des donateurs qui viennent vers moi en me disant, voilà, ça peut être un panier de pommes, 10, 20 kilos, je leur suggère du coup de se connecter sur Proxidon. Ça me paraît plus cohérent par rapport à l'ensemble, quoi. Voilà. Slide d'après. Alors, nous, du coup, on va plutôt se déplacer pour des volumes qui commencent à devenir conséquents et qui sont difficilement gérables dans le véhicule personnel d'une association d'aide alimentaire. Donc, quand le grand scénic ne suffit plus, du coup, on mobilise nos camions. Donc, on a, comme je vous le disais, 7 véhicules. On est capable de tourner dans le département avec notre poids lourd. On est capable, du coup, aussi de s'amarrer sur les plateformes logistiques. Une association d'aide alimentaire avec son scénic n'a pas droit d'entrée. Donc, ça nous permet d'accéder en fait à des produits de qualité et en quantité. Et ça, pour nous, c'est vraiment une super nouvelle. C'est notre approvisionnement préféré, bien évidemment. Et puis derrière, on a aussi des moyens de stockage qui sont assez conséquents avec cet entrepôt. On a le matériel, on a les chariots, on a les transpalettes, on a les moyens de peser. On a de la traçabilité aussi qui est possible. Donc, on est totalement équipé en fait pour suivre ce don de bout en bout et pouvoir rapporter à chacun, aux donateurs, aux organisations de contrôle, parce qu'on a le contrôle vétérinaire, on a les contrôles de la DRET, enfin, on est tout contrôlé comme industrie agroalimentaire. Donc, derrière, voilà, il faut pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Et puis, on a aussi, parce que finalement, on a quand même beaucoup de produits, on a 3 entrepôts externes. Donc, un qui est un prêt généreux et 2 autres payants, notamment sur les surgelés, parce que les surgelés, voilà, on a beau avoir 2 chambres froid négatif, ça ne suffit pas par rapport au volume des dons, donc on entrepose aussi à l'extérieur. Slide suivante. Donc, le chemin du don. On a du don régulier et du don ponctuel. Les deux sont possibles et sans aucune difficulté pour nous. Le don régulier,
Ça veut simplement dire qu'à un moment, un industriel s'est engagé sur une logique de planning, donc tous les jours, tous les jours, ça va plutôt être les grandes surfaces, mais peut-être toutes les semaines, on va du coup aller chercher sur son site ou sur le site de l'entrepôt dans lequel il a ses produits en transit. Et une convention est signée entre nous pour évoquer la régularité et les process à mettre en place. On a aussi très régulièrement des dons ponctuels. Par exemple, je sais pas, moi j'en cite un, Jeff de Bruges, qui est à la fin de ses campagnes de chocolat de calendrier de l'Avent, qui nous appelle. Et voilà, on va chercher pour une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. On n'est pas forcément sur de la régularité. Donc ensuite, le produit arrive à la banque alimentaire. Alors, donc, vous avez eu le topo sur les conditions qui font qu'un produit peut être donné ou non. Donc, nous, on est attentif au respect du guide des bonnes pratiques. Ça veut dire qu'un produit, normalement, doit avoir encore 48 heures de DLC, que la chaîne du froid doit être respectée, l'emballage doit être intègre, etc. Que l'étiquette aussi est présente sur le produit. Si il s'avère qu'un don ne respecte pas ces conditions, soit on le refuse, si on est encore sur place, soit chez nous, ça va passer en rebut fournisseur. C'est quelque chose que l'on essaye d'éviter au minimum. Pourquoi? Parce que nous, un rebut, c'est forcément un coût. C'est-à-dire que c'est nous qui payons la destruction derrière. Avec les finances d'une association, ce n'est pas forcément du plus pratique. Donc, quand le produit est correct, il rentre chez nous, il est pesé, trié, on le passe en traçabilité, on le stocke. Sur les quantités qui correspondent du coup aux critères du don, eh bien, on peut établir un CERFA. Certains donateurs le demandent, certains ne le demandent pas. Alors, sur les étiquetages, c'est les mentions obligatoires de type principalement la date et les allergènes, composition. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, on a des produits sans aucun emballage et du coup, on ne peut pas les distribuer. Donc, oui, et langue française, merci. Et donc, ensuite, on a les associations qui vont passer chez nous pour prendre les produits. Alors, le fonctionnement actuel, c'est qu'elles nous expriment leurs besoins, leurs envies, un peu sous la forme d'une commande. Et nous, en fonction de ce dont on dispose, tant en qualité de produit, par exemple, plat végétarien, qu'en quantité, j'en voudrais 200 kg aujourd'hui, on essaye de répondre à leurs besoins. Donc, d'un jour à l'autre, c'est extrêmement compliqué parce que nous, les dons sont très variables. Donc, un jour, je vais avoir 500 kg de produits végétariens, le lendemain, j'en aurai pas. Donc, les associations, on essaye de les traiter de manière la plus équitable possible, mais néanmoins, on est soumis à cette grande variabilité des produits. Et donc, voilà, c'est un dialogue permanent avec elles pour faire comprendre que, et oui, un jour, il y a, et un jour, il n'y a plus, voire entre le matin et l'après-midi, des différences aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec vous, finalement? Donc, il a été évoqué, ce guide des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, c'est le document le plus cadrant pour nous qui exprime finalement l'ensemble des règles à respecter. Pour vous dans le don et pour nous dans la réception du don. Et ce qui est très intéressant dans ce guide, c'est qu'il y a beaucoup de fiches pratiques qui permettent de mettre en place tous les suivis et contrôles nécessaires. Slide d'après. On a aussi, quand on en vient à travailler de manière régulière, une convention, une charte, mais principalement ça s'appelle une convention, que l'on signe avec le donateur. Donc, c'est souvent le donateur qui est à l'origine de cette charte parce que c'est lui qui va partager les conditions dans lesquelles il veut que le don s'exprime. Et dedans, il va indiquer qui sont chez lui les référents. Par exemple, il va nous mettre ses protocoles de sécurité, de chargement, déchargement, etc. Donc, il va exprimer tout le volet qui le concerne et que nous, en tant que banque alimentaire, on est censé respecter. Le bon usage des produits, le fait qu'on respecte du coup les employés, les protocoles sur place, etc. Et c'est aussi l'occasion du coup de rappeler quels sont les produits autorisés ou non à la ramasse. Je le répète parce que, hélas, malgré toutes ces précautions, nous recevons toujours des produits, alors 2 cas de figure, interdits à la ramasse, par exemple les steaks hachés ou les produits crus à destination crue comme du carpaccio. Et on reçoit aussi, hélas, des produits périmés qui, là, n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt que la poubelle. Slide d'après. On a aussi, du coup, la possibilité, parce que les moyens humains et logistiques de la banque alimentaire parfois touchent au bout de leur capacité, et aussi pour des questions d'implantation géographique, on a la possibilité de déléguer à une association partenaire de la banque alimentaire la ramasse. Donc, par exemple,
une association est conventionnée avec nous et parce que nous, on est à 100 km de la surface qui nous propose du coup de nous donner et que l'association est à 2 km, eh bien, on va déléguer à l'association le pouvoir, la responsabilité d'aller chercher du coup le don à notre place. Et du coup, une convention tripartite est mise en place qui rappelle à nouveau les responsabilités de chacun. Et nous, quand on s'engage avec vous dans une convention, ça veut dire que si on délègue, l'association est identifiée pour vous et en plus, elle respecte exactement les mêmes règles de traçabilité, d'hygiène et le respect de l'ensemble des protocoles que vous nous avez partagés. Donc ça, c'est une possibilité pour nous, du coup, d'accentuer notre zonage et aussi de rationaliser parfois les déplacements. Slide suivante. Alors chez nous, comment ça se passe quand il y a un don à effectuer? On a une équipe approvisionnement, donc sur lequel vous pouvez prendre contact pour dire, eh ben voilà, j'ai une palette de produits, voilà. Donc en général, ce qu'on demande d'exprimer, c'est la nature du produit. Parfois, c'est un ensemble de produits, mais voilà, identifier les produits, identifier les dates, les quantités et de nous exprimer quand est-ce qu'il est opportun pour vous qu'on vienne le chercher. La livraison existe aussi et est défiscalisée. Alors, ça nous arrange souvent beaucoup. Ce n'est pas forcément la pratique la plus généralisée. Mais voilà, si vous faites livrer à la banque alimentaire, de la même manière, il y a une défiscalisation de 60% qui s'opère. Une fois qu'on a confirmé le don, il y a le service logistique qui se met en place pour organiser la ramasse avec nos camions. Et ensuite, s'il y a une envie, eh bien, c'est le service comptable qui va gérer l'édition du CERFA. Slide d'après. Alors, je faisais une approche de quelques chiffres. Alors, moi-même, ayant peu d'antériorité, ça ne me venait pas forcément spontanément. Mais en grattant un peu dans nos logiciels de traçabilité, on a à peu près 200 donateurs en 2022. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on collecte 23 magasins toutes les semaines. Donc, nos petits véhicules tournent sur 23 magasins. Ça veut dire qu'on a principalement des dons par les industriels et des dons irréguliers. On a 4 plateformes logistiques sur lesquelles on tourne, avec nous principalement la plateforme de Saint-Quentin-Falavier où il y a quand même pas mal d'acteurs. Et voilà, pour vous sortir quelques chiffres clés des plus gros donateurs, hein, ça ne veut pas dire qu'on accepte que les plus gros donateurs, bien évidemment, tous les dons sont acceptés et désirés. Voilà, ça vous donne quelques chiffres clés. Et je crois que les plus petits dons que j'ai pu repérer, c'est genre 70 kilos de chocolat de Ferrero Rocher. Après, ça passe du coup plutôt sur la plateforme de Proxido. Slide d'après. Alors, la banque alimentaire, elle est aussi dans le désir de se réimpliquer. Je pense que les 2-3 dernières années étaient un peu plats par rapport à ça, de se réimpliquer dans des projets de territoire. Alors, pour ne vous citer qu'un exemple de projet de territoire, il y a les PAT qui ont émergé il y a à peu près 2 ans, donc projets alimentaires de territoire. Sur le Rhône, il y en a 4 qui sont actuellement en existence. Les premiers mois, années ont été plutôt théoriques et l'idée, c'était d'identifier des sujets, d'identifier des acteurs. Et donc là, les PAT rentrent dans une phase où on souhaite concrétiser l'objectif qui a été identifié. Et donc, sur l'Ouest lyonnais, donc là, n'ayant pas forcément en tête précisément les attaches, ça ne concernera que certains d'entre vous, mais sur l'Ouest lyonnais, il y a du coup un certain nombre d'actions, dont une qui pourrait vous intéresser beaucoup en tant qu'acteur plutôt du côté industriel. C'est la volonté de mettre en place des bonnes pratiques et une filière de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà finalement dès vos organisations. Je sais que des acteurs industriels sont recherchés pour participer à ces groupes de réflexion et donc si vous aviez envie d'intégrer ce genre de projet, eh bien je pense que vous seriez très bien accueillis. Voilà. Donc nous, la Banque alimentaire, on a vocation aussi à participer à ces actions-là dans le sens où nous, on ne contribuera pas à la réduction en amont de la production d'éléments, alors c'est pas forcément gaspillé, mais en tout cas à la réduction en amont de la chaîne. En revanche, pour que les choses ne soient pas perdues, on a tout à fait un rôle à jouer pour être connus et identifiés sur le territoire et que les produits nous soient distribués. Je repense par exemple à un industriel qui faisait des poires, enfin des fruits en sirop, et sur un de ses lots, il les avait fait un peu trop cuire. Donc la coloration
ne rentraient pas dans les critères de ce qu'ils pouvaient du coup vendre. En revanche, les produits étaient tout à fait consommables. Eh bien, pour ce genre de produits, du coup, nous, on les prend. C'est pas parce qu'on a une nuance de râle de différence qu'il y a un impact sur la qualité gustative, nutritionnelle, etc. du produit. Donc voilà, c'est tout à fait le type de don qu'on peut recevoir. Slide d'après. Alors, nous, envers nos donateurs, on a des attentes. Des attentes, vous les trouverez légitimes ou non, je ne sais pas. C'est que quand voilà, on s'engage dans une relation de don, eh bien, on puisse faire attention à la qualité des produits qui sont donnés, étant donné que nous, l'objectif derrière, c'est bien de les distribuer aux personnes bénéficiaires. Donc déjà, première vigilance que je voulais rappeler, il y a des associations qui ne sont pas habilitées aide alimentaire. Donc, je trouve délicat d'opérer des dons auprès de ces acteurs qui n'ont pas forcément derrière des engagements à tenir en termes de traçabilité, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Au moins, celles qui sont habilitées, il y a un minimum de contrôle de la part des autorités en responsabilité. Voilà. Après, l'idée, c'est de respecter les règles sur les produits que l'on peut ou non distribuer, sur les dates, sur voilà, l'état des emballages. Et c'est aussi très important, mais ça en général c'est très bien fait, de nous partager les alertes sanitaires pour que nous puissions nous-mêmes rappeler les produits et alerter les associations. Et puis nous, on est en recherche en ce moment d'arriver sur des produits de qualité. C'est plutôt l'état d'esprit qui est de qualité. Plus les dates sont courtes, plus on a du mal à distribuer les produits et à les distribuer de manière équitable. Et donc, voilà, plus les dons sont réguliers et plus on arrive à anticiper sur les dates, meilleur sera derrière l'accès aux produits des personnes bénéficiaires. Voilà. Et alors, par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer, d'autres acteurs étaient conscients de ça. Et donc, tout récemment, oui, c'était bien de passer à la slide suivante, pardon. Et donc, tout récemment, il y a eu la signature d'une charte sur les dons alimentaires. Et donc, voilà, j'ai retenu une phrase d'un article de presse qui me paraissait être tout à fait illustratrice de pourquoi est-ce que cette charte a été signée. C'est que, oui, certes, les dons se font, et c'est une bonne pratique que nous reconnaissons tous. En revanche, sur la totalité des dons, il y a à peu près 10 à 15% des volumes donnés qui sont jetés par nous parce que, justement, les chartes ne sont pas respectées. 10 à 15% pour nous, c'est des tonnes de produits qui derrière doivent être gérés sur des filières type Ecovalim, type contrat avec Nicolin. Et c'est des coûts pour nous à plusieurs pourcentages de notre budget d'association. Donc voilà, c'était une première étape à l'échelle départementale où plusieurs signataires se sont engagés du coup sur la qualité de ces dons. Mais pour tout vous dire, ça n'a pas été du tout chose évidente et au niveau du département, il y a eu beaucoup de difficultés à trouver des acteurs qui acceptaient de signer cette charte de bonne conduite. Voilà ce que je peux vous dire pour vous présenter du coup un exemple de circuit concret sur le don alimentaire dans le département. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Voilà, qui, je pense, bien traduit le rôle que vous jouez vraiment central dans ce circuit du don alimentaire. Cathy, peut-être donner quelques informations complémentaires par rapport aux ateliers. J'en profite pour remercier Madame Boivin qui, en parallèle, a mis des éléments complémentaires dans la conversation, a répondu à des questions aussi, même dans la conversation qui avait été posée par des entreprises, notamment sur l'étiquetage, voilà, et puis sur le don, quand on fait du don au personnel, donc vous trouverez des réponses aussi avec des liens qui ont été mis par Madame Boivin. Merci encore. Donc Cathy, sur le programme. Oui, rapidement, je vous présente les prochaines étapes du coup du défi, enfin les prochains ateliers. Et notamment, je voulais vous reparler de la visite du site de méthanisation d'Aoste, donc qui est prévue le 27 avril matin.
Donc, vous avez dû recevoir une invitation de la part de Mélina Balatre-Estivo. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre assez rapidement sur votre présence, puisque c'est vrai qu'on a un nombre de places limité de 30 personnes. Donc, voilà, on a besoin aussi pour des questions logistiques de savoir qui sera présent. On aura aussi, je le rappelle, un webinaire le 23 mai sur les bonnes pratiques de la restauration durable. Et puis, le 27 juin, les prochains échanges par catégorie du coup de candidats sur l'avancement du défi. Et puis, ben voilà, on va vous laisser quand même poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole directement. C'est peut-être aussi simple. Ouais. Lever la main, prendre la parole. Moi, pour lancer, j'ai une question peut-être pour la banque alimentaire. Je comprends, oui, en termes de besoins, est-ce que vous arrivez à satisfaire les besoins? J'ai compris que vous étiez plutôt en attente, c'est ça? Voilà. Nous, c'est vrai en 2022, on a perdu à peu près 20% des approvisionnements. C'est plus que la moyenne nationale. Sur la moyenne nationale, on est plutôt à une baisse constatée de 10%. Donc, pourquoi est-ce que chez nous, c'est 20% probablement un ensemble de facteurs qui se superposent. Mais il est clair que quand on voit les besoins de nos associations, on ne les satisfait pas du tout. C'est-à-dire que ça nous arrive très régulièrement de mettre à zéro des lignes entières de leurs besoins. Et notamment, je vous le disais, tout ce qui est produits laitiers, produits carnés, on a beaucoup de mal à satisfaire. Et comme on a encore quelques subventions Covid pour acheter, moi, j'achète là principalement des fruits et légumes qui ont le double intérêt d'équilibrer l'assiette et qui ont aussi l'intérêt d'avoir un coût à l'achat réduit, ce qui me permet d'acheter plus en volume. Mais oui, clairement, je ne sais pas jusqu'où il faudrait monter pour répondre à tous les besoins des associations d'aide alimentaire, sûrement un chiffre qui nous dépasse tous. Mais je dirais que par rapport à ce qu'ils commandent, on doit être à la moitié. Après, je ne sais pas si eux-mêmes seraient capables de gérer la moitié. Le double en quantité par rapport à leur distribution, à leurs locaux, etc. Donc, il y en a qui trichent. Ils nous demandent plus parce qu'ils savent qu'on a moins. Donc, ils espèrent que ça va tirer vers le haut. Mais je dirais, vu le nez comme ça, que je pense qu'on est à peu près à la moitié. D'accord. Et Proxidon, ça fonctionne bien? C'est quoi le... Ça représente à peu près 3 tonnes par mois, Proxidon. Donc, à raison de dons de 5, 10, 15 kilos. Voilà, pour aller à 3 tonnes, c'est qu'il y a quand même pas mal de dons qui se font par là. Et c'est une solution qui est vraiment... pour le département du Rhône, ça a été identifié comme solution d'avenir. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais pour eux, c'est vraiment une vraie réponse à des besoins territoriaux. C'est-à-dire que ça permet d'aller au plus près des bénéficiaires. Donc, ils l'ont vraiment retenu comme une plateforme sur laquelle ils ont envie d'avancer et eux mobilisent de l'énergie et des équipes pour la faire connaître. D'accord, merci. On a une main levée, je vois, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro. Marine Pagliarella, Société Martinet et Randy à Chaponneau. Du coup, je reviens sur cette plateforme Proxidon, c'est ça? Est-ce que les industriels y ont accès également, notamment sur des produits qui seraient pas conditionnés parce que jugés comme non conformes visuellement et qu'on pourrait mettre à disposition du coup? Vous voyez ce que je veux dire ou pas trop? En fait, on fait clairement sur Chaponneau, donc la région lyonnaise, on fait des feuilletés. Et quelquefois, on va avoir la garniture qui va avoir tendance un petit peu à couler sur le côté ou ils vont être un petit peu cuits, trop cuits ou pas assez cuits finalement. Est-ce que ce genre de produit peut être mis en ligne sur la plateforme? Sans conditionnement, du coup. Pas il y a une forme de conditionnement qui est obligatoire. Il faudrait que je vous partage le minimum du conditionnement. Parce que, par exemple, quand c'est de la restauration collective, ils le conditionnent forcément en portions pour que ça puisse à un moment être partagé. Mais sur les critères, comme on le disait, de colorimétrie ou autre, tant que dans un test gustatif classique, vous le feriez passer, ça passe. Nos critères sont entre guillemets plus bas que... Mais sur le niveau de conditionnement, il faudrait que je vous réponde plus particulièrement. Je pourrais vous faire réponse après. Il faut que je vous trouve les éléments. D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup.
Voilà, et sinon, il y a une question donc, de Madame Bélissan pour la banque alimentaire. Donc, elle nous indique qu'elle travaille avec une banque alimentaire d'un autre département qui nous a réclamé la valorisation des produits que nous souhaitions donner. Alors, je pense que la valorisation, je ne sais pas si c'est financière ou... pourquoi cette demande est-ce obligatoire? Oui, alors je confirme que depuis cette année, et peut-être Madame Boivin pourra partager des éléments si vous les avez de manière plus poussée que ce que je vais pouvoir vous dire. Depuis cette année, en fait, il y a une obligation qui est faite dans l'édition des CERFA de non plus seulement dire le poids qui est donné, mais également de partager, je crois que c'est le coût de revient, pour le donateur. Donc maintenant, un chiffre s'ajoute au CERFA qui est la valorisation financière du don. Ça, nous, les banques alimentaires et d'ailleurs toutes les associations d'aide alimentaire, on n'a pas accès à ce chiffre. Donc, c'est forcément le donateur qui doit le fournir. Par contre, on ne le remet pas en cause, nous. Mais voilà. D'accord. Je ne sais pas si Madame Boivin veut ajouter quelque chose. Oui, je confirme, et on pourra vous transmettre peut-être des éléments complémentaires sur le calcul de ce coût. On est plutôt sur un calcul du coût de revient pour ça. Voilà, mais on pourra effectivement compléter avec les sources à consulter pour plus d'infos. Alors, elle ajoute, même si on ne fonctionne pas avec les CERFA, nous demandons juste une attestation de don. Voilà. Alors, c'est vraiment pour le CERFA qu'il faut cette valorisation. Si c'est une attestation de don, il n'y en aura pas besoin. C'est-à-dire que nous, par exemple, on peut dire, nous, banque alimentaire, attestons avoir reçu, je ne sais pas moi, 1 tonne de produit d'œufs. À ce moment-là, si ça ne passe pas par un CERFA, la valorisation n'est pas nécessaire. D'accord. Si c'est par exemple pour une politique RSE, il n'y a pas de souci. Bon, elle sourit, donc je vois qu'elle... Voilà. Je pense que... Voilà, elle est dans le train, donc c'est difficile d'intervenir. Voilà. Il n'y a pas de souci, on voyait le paysage défiler, ça faisait rire. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres choix qu'il y a ici? Il y a peut-être... voilà, ben non, elle remercie. Est-ce qu'il y a d'autres? N'hésitez pas, hein. C'est le moment. Donc on diffusera bien sûr les supports avec l'accord de Madame Moivin et de Madame Nathan de la Banque alimentaire. Du coup, j'ai peut-être une dernière question juste pour être sûr d'avoir bien compris. Oui. Concernant du coup le don au personnel, on est d'accord que même les dons alimentaires pour des produits qui ne sont pas entre guillemets vendables sont considérés comme de l'avantage en nature. Alors, il faudra ouvrir votre micro, Madame Boivin, s'il vous plaît. Oui, autant pour moi. Oui, c'est le cas, effectivement. Après, c'est vrai que sur cet aspect des choses, je suis un peu... il y aurait sûrement des préconisations à vous faire sur les modalités de justification et de traçabilité. Donc, voilà, je réserve un peu ma réponse à ce stade. On peut considérer que c'est un avantage en nature, ce qui supposera d'avoir derrière un enregistrement et une traçabilité, et avec une logique du coup de déclaration derrière. Je reviendrai vers vous avec des éléments complémentaires là-dessus pour voir de manière pratico-pratique comment ça se fait. Ouais. Parce que nous, en fait, le cas qu'on envisageait, c'est peut-être de donner nos produits qui arrivent en fin de DLC, au même titre qu'on va les donner à la banque alimentaire, on pourrait les donner au personnel. En fait, c'est difficile de faire comprendre au personnel qu'on peut donner à des personnes qui sont extérieures, mais on peut pas donner aux personnes qui seraient dans le besoin ou pas, je ne sais pas, mais internes à la société. C'est un petit peu frustrant même, je dirais. C'est justement l'information que je cherchais et qui était voilà, manquante dans ma présentation, parce que y a un cas où ça peut ne pas être considéré comme un avantage en nature, mais s'il y a une contribution financière minimum de la part des salariés, en fait. Et c'est ces éléments de cadrage voilà, qu'il faut que je retrouve. Je suis désolée de ne pas avoir pu réunir ces éléments pour aujourd'hui. Ok. Nous, si je peux vous partager, on a eu l'exemple d'un donateur
En fait, il avait des produits qui partaient pour ses clients, des produits prêts en sachet pour faire des recettes à domicile, etc. Et parfois, hélas, les cartons revenaient parce que le client n'était pas là ou avait refusé sa commande. Donc, il avait des produits tout à fait consommables qui revenaient. Et dans sa politique, ça n'était pas possible en fait de les donner à ses salariés. Donc, les produits consommables étaient jetés, ce qui était d'un grand dilemme éthique pour les salariés qui jetaient des produits tout à fait consommables juste parce que le client n'avait pas ouvert sa porte. Et du coup, il a redonné sens à ses équipes en donnant à la banque alimentaire. Ça lui a permis de dire que non, ces produits ne seraient pas jetés en vain et qu'ils auraient une vie tout à fait utile et seraient consommés plutôt que de les béner alors que les produits étaient tout à fait consommables. Donc voilà, il y a des démarches comme ça qui permettent aussi parfois de fédérer les salariés en redonnant un peu de sens sur le devenir des produits. Ok. J'ai une question de Perrine. Est-ce obligatoire d'utiliser le CERFA pour la notion comptable? J'ai reçu une attestation pour un don lors d'une foire et le comptable ne voulait pas l'utiliser pour déduction fiscale. Alors, si on vise la déduction fiscale, on va être obligé de passer par le CERFA. Oui, voilà, c'est pour la déduction fiscale. Mais si on ne la vise pas, du coup, voilà, il n'y a pas de... On est bien d'accord. Et alors la même personne nous demande, qu'est-ce que l'avantage en nature? Il coûte de l'argent aux employés pour une interrogation. Non, pas de... Alors moi, je n'ai pas de réponse à donner, à part éventuellement en tant qu'employeur. Que derrière, s'il y a un avantage en nature, il y a forcément une valorisation et ça doit être bien identifié pour les contrôles URSSAF, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. Oui, c'est ça, il n'y a pas forcément de coût pour l'employé. En fait, Oui, voilà. c'est pour l'employeur. Pour l'employeur, qui peut oui, se voilà. retrouver à payer Ouais. des taxes en regard de ces avantages en nature donnés aux employés. C'est ça. Alors, une autre question de Claudie. Peut-on donner des matières premières produits finis à des élevages de cochons? Alors, ça a été évoqué par Madame Boivin sur tout ce qui est valorisation animale. Normalement, non. Normalement, c'est proscrit pour les animaux d'élevage. Il faudrait, de la même manière que je réétudie avec mes collègues là, du volet sanitaire, le cas des denrées ne contenant pas de sous-produits animaux, en fait. D'accord. Parce que moi, j'ai le souvenir, mais qui est assez ancien, d'avoir travaillé sur une opération en lien avec, bien sûr, l'administration, mais aussi la Chambre d'agriculture. On n'avait plus donné, alors là, en l'occurrence, c'était des pâtes et quenelles fraîches qui, après, justement, étaient données avec la Chambre d'agriculture aussi, à un élevage de cochons. Mais voilà, ça a peut-être changé depuis parce que ça date quand même. C'est un exemple assez ancien. Mais voilà, c'est justement là-dessus que j'ai besoin de compléments et de préciser les choses, hein, parce que tout à l'heure, j'évoquais qu'il était possible de redistribuer dans l'alimentation animale des produits carnés considérés comme des sous-produits, donc de catégorie 3, qui sont moins dangereux. Mais dans ce cas-là, il doit y avoir stérilisation avant valorisation en alimentation animale. D'accord. Donc c'est non sur le principe, mais avec des possibilités quand même, si on respecte ce principe de stérilisation pour réduire la dangerosité potentielle. Et puis donc la société Bofrost qui nous fait partager sa pratique, hein, donc, qui nous dit: nous faisons de la déduction fiscale sans le CERFA, mais uniquement avec l'attestation de don que nous couplons avec un tableau récapitulatif des produits donnés avec une valorisation que nous déterminons. Voilà, donc je pense qu'effectivement ça peut intéresser. Merci d'avoir partagé. Ok, bah écoutez, on arrive au terme de ce webinaire qui était fixé à 16h30. Bon, on a légèrement, mais voilà, on est à peu près dans le timing. Je regarde s'il y a des dernières prises de parole. Des remerciements. Donc les supports, comme je l'ai indiqué, seront diffusés. Et puis, ben, j'ai compris peut-être que Madame Boivin nous transmettrait peut-être quelques éléments complémentaires, voilà, par rapport à des sujets qui ont pu être évoqués, parce qu'il y a quand même des sujets complexes, hein, notamment liés à la réglementation.
Voilà, bah, écoutez, vous remerciez vivement nos deux intervenantes, hein, Madame Boivin et Madame Natton de la Banque Alimentaire. Merci à tous nos participants, participantes. Et comme l'a indiqué Cathy, on vous attend, on se retrouve, c'est le 27 avril, hein, c'est bien ça? Oui. Cathy, pour la visite, alors là, on sera vraiment dans le concret du concret, hein, la visite d'un méthaniseur dans le Nord-Isère. Donc, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas encore inscrits pour cet événement. Merci à tous et à toutes et à bientôt donc, pour la suite du défi anti-gaspillage alimentaire. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci, continuation. bon week-end. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir.